Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour discuter d'une question. Est-ce que c'est dur de parler d'écologie? Quand on commence à s'intéresser à l'écologie, l'environnement, etc., on a tendance à vouloir dire à tout le monde que la planète est en train de mourir et qu'il faut agir au plus vite. Je pense que c'est normal d'être enthousiaste à ce propos, cependant, encourager ses amis et sa famille à suivre leur propre démarche, ça peut être très difficile. La situation, elle peut sembler urgente, accablante et terrifiante à la fois, et ça peut devenir encore plus frustrant lorsqu'il semble que les personnes qui nous entourent ne s'en soucient pas ou ne veulent pas le faire. Je sais que moi-même, je suis souvent confrontée à ce problème, alors que j'ai quand même des proches qui sont assez sensibilisés à l'écologie et plutôt ouverts à la discussion. Il peut être difficile de trouver la meilleure façon de communiquer ce qu'on sait et ce qu'on ressent de façon cohérente, et c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Un vieux dicton dit qu'il faut jamais parler de politique ou de religion en bonne compagnie, et aujourd'hui il semble que le changement climatique se soit ajouté à cette liste. Tout d'abord, il convient de noter que ces conversations, bien qu'elles soient parfois gênantes, sont utiles. Une étude réalisée en 2019 par des chercheurs du Yale Program on Climate Change Communication a révélé qu'à peine un tiers des Américains discutaient souvent, voire occasionnellement, du climat. Ce manque de communication, il a conduit les Américains à croire que seulement 54% de leurs compatriotes croyaient au réchauffement climatique, alors qu'en réalité, c'est 69% des Américains qui y croient. L'équipe de chercheurs a également constaté que l'augmentation de la fréquence des discussions sur le climat avait le pouvoir de modifier les perceptions des gens pour qu'ils croient à la science du climat. Ces résultats suggèrent que les conversations sur le climat avec la famille ou les amis, bien que difficiles, ont le potentiel d'instaurer des changements de comportement ou de croyances. Aujourd'hui, les questions environnementales sont des enjeux fondamentaux à prendre en charge par notre société. Mais à la différence de beaucoup de problèmes économiques ou sociaux, les questions écologiques demandent une mobilisation globale de la société, c'est-à-dire qu'il faut que chacun se mette à agir. Et pour ça, il faut faire de la pédagogie. Présenter les enjeux, expliquer les axes d'action, identifier les limites. En gros, il faut en parler pour que la prise de conscience soit générale. Mais alors, pourquoi c'est si dur d'en parler? Déjà, il y a le sentiment d'inutilité. Les gens se demandent, faire des efforts c'est bien, mais est-ce que ça vaut le coup de se motiver tout seul à arrêter de prendre l'avion, de manger de la viande, d'acheter des livres sur Amazon, si tout le monde continue sans rien changer? Et c'est notre premier grand obstacle, les autres. Ou plus précisément, l'interaction spéculaire, théorie du philosophe Jean-Louis Vuillerme, qu'il a principalement appliquée aux dictatures. Selon lui, une dictature reste en place parce que les individus spéculent sur le fait que les autres individus ne se rebelleront pas, ce qui invalide leur motivation à échelle individuelle. Il vous suffit de remplacer dictature par ce que vous voulez, capitaliste, surconsommation, et ça fonctionne pareil. Écologiquement parlant, ce qui nous empêcherait d'agir serait donc le fait qu'on spécule sur le fait que les autres n'agissent pas. De plus, se mettre ouvert peut parfois sembler accablant. Il y a trop de nouvelles actions à envisager, trop de choses à éviter, et trop de culpabilité à gérer. Résultat, la stagnation. On ne pense pas que nos actions feront une différence. Changer une ampoule ne sauvera pas la planète. Utiliser un sac en tissu ne sauvera pas la planète. Même créer un mouvement vert ne sauvera pas la planète. Notre capacité individuelle à améliorer un problème étendu et complexe est limitée, mais ça aide et ça pousse aux actions collectives. Ensuite, il y a un autre problème, on ne peut pas voir l'impact de nos choix. Les consommateurs, au début, ils étaient probablement pas conscients de l'impact que les produits qu'ils achetaient avaient lorsqu'ils achetaient par exemple de la pâte à tartiner contenant de l'huile de palme. Les liens entre dégradation de l'environnement, violation des droits de l'homme et nouveauté d'une marque, ils sont loin d'être transparents, et en plus, au-delà du fait que c'est dur de savoir, on ne veut pas savoir. L'exemple le plus concret, c'est celui qui concerne la nourriture industrielle ou la viande. Lorsqu'on propose aux gens de s'y intéresser, de regarder des documentaires ou même juste d'en parler, ils peuvent refuser. Ils veulent pas savoir ce qui se passe réellement dans leur assiette et on peut pas vraiment leur en vouloir. Notre industrie alimentaire, et comme beaucoup d'autres malheureusement, c'est une chose un peu étrange et effrayante. La vérité, elle est disponible, mais on veut pas vraiment la regarder en fait. Ensuite, il existe un autre gros problème qui n'est autre que la flemme. Dans le cerveau, il existe une structure nerveuse appelée le striatum qui, selon le neurologue Sébastien Boller, aurait inscrit dans nos gènes une nécessité de satisfaction immédiate. Au départ, concrètement, c'était pratique pour se nourrir et se motiver à aller chasser. Maintenant, c'est surtout pratique quand on a la flemme de cuisiner et qu'on se commande un Uber Eats. Alors forcément, dans ces conditions, on a un peu de mal à voir plus loin que le bout de son nez. Sachant qu'en plus, il faut quand même une certaine dose d'espace émotionnel pour se soucier de quelque chose d'aussi abstrait que l'environnement. Donc, si notre vie quotidienne, elle est bien occupée et pleine d'autres préoccupations, il n'y a plus de place pour se préoccuper de quelque chose qui semble lointain et qui n'a qu'un lien indirect avec la vie quotidienne. Enfin, la plupart d'entre nous, on a été élevés comme des consommateurs et on a passé beaucoup de temps et d'énergie à réfléchir, à acheter des choses, même quand on était enfant. S'abstenir signifie laisser derrière soi des schémas de pensée de toute une vie, en apprendre de nouveaux et essentiellement rompre avec la culture dominante. Forcément, tout le monde n'est pas enclin à modifier sa culture et ça rend les choses difficiles.
Mais alors, comment en parler? Comment rendre la discussion saine? Comment toucher un maximum de personnes et les pousser à agir? Généralement, il y a 2 grandes écoles pour répondre à cette question. D'un côté, il y a ceux qui mettent l'accent sur le risque, le danger et l'urgence. Ceux-là, qu'on appelle les catastrophistes ou les alarmismes, ne cessent de souligner comment l'inaction nous met en péril. De l'autre, il y a ceux qui mettent l'accent sur les solutions possibles, les transitions, les opportunités, jouant ainsi sur le positif plutôt que sur le négatif. Mais y a-t-il vraiment une méthode à privilégier? Plusieurs études ont montré que lorsque les communications cherchaient à susciter de la peur, les messages passaient plus efficacement auprès du public. Mais dans les faits, force est de constater que malgré les messages de plus en plus catastrophiques diffusés un peu partout sur les sujets écologiques, les passages à l'action restent très limités. Et en fait, c'est plutôt logique si l'on en croit les scientifiques. En effet, selon une étude publiée en 2016 par 2 scientifiques américains, l'émotion ressentie suite à l'exposition à un message, que ce soit de l'espoir ou de la peur, n'est pas nécessairement significatif de l'attitude à long terme sur le sujet. D'après les chercheurs, il faudrait d'abord dans un premier temps prendre conscience de la nécessité d'avoir peur. Mais à moyen terme, il ne faut pas que celle-ci devienne un frein à l'action. Il faut donc également laisser de l'espoir. L'espoir en tout cas que l'on peut faire changer les choses si l'on agit vraiment. Il ne s'agit pas d'un positivisme naïf mettant sans cesse en avant telle solution technologique ou telle innovation, mais simplement l'espoir que l'on peut éviter le pire si l'on change nos comportements radicalement. Mais alors, comment réussir à mettre en place une discussion ouverte à ce sujet? Déjà, parlez-en avec désinvolture et régulièrement. Si vous parlez régulièrement du développement durable, vos amis et votre famille en prendront note et sauront que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Une fois qu'ils sauront que c'est l'un de vos intérêts, ils s'attendront à des discussions à ce sujet, et donc ils seront pas décontenancés et seront peut-être plus enclins à découvrir ou vérifier par eux-mêmes. Ensuite, lorsqu'il s'agit d'une conversation sur le changement des habitudes ou du mode de vie, la sensibilité et la gentillesse sont primordiales pour rendre la discussion plus productive. En fait, tout simplement, ne détestez pas les gens. Si l'humiliation peut s'avérer efficace lorsqu'il s'agit de demander des comptes à des entreprises ou au gouvernement, cette tactique, elle peut susciter la résistance, le déni ou l'humiliation chez les personnes ordinaires. Un langage accusateur, ça met directement les gens sur les nerfs et ils seront alors plus concentrés à se défendre que à écouter ce que vous dites sur la planète. Et en plus, cette tactique de la honte peut donner l'impression que vous vous sentez supérieur à eux, ce qui forcément n'est pas positif pour une discussion ouverte. Au contraire, une approche à long terme visant à aider les gens à comprendre et à changer au fil du temps peut les aider à modifier durablement leur consommation et leur mode de vie. Faire preuve de compassion plutôt que de jugement. Offrir des suggestions tout en laissant la possibilité aux gens de faire leur propre choix. Et être ouvert à la conversation et à la relation plutôt que de prendre les gens de haut sont des outils utiles pour créer un véritable changement. La compassion, ça signifie pas du tout que vous devez abandonner vos idéologies, mais simplement que vous êtes prêt à discuter avec les gens de là où ils en sont, sans les juger. Et il faut comprendre aussi que l'écologie, c'est pas tout ou rien. Votre définition, elle peut être différente de celle d'une autre personne, tout simplement parce qu'il n'y a pas de manière parfaite de faire les choses et que chacun vit avec son propre contexte. Par exemple, certaines personnes soulignent l'importance du zéro déchet, tandis que d'autres travaillent à la diffusion d'un régime végétarien, ou d'autres encore s'appuient sur l'utilisation d'énergies renouvelables. Il existe des centaines de façons d'adopter des habitudes durables et elles sont toutes valables. Et il faut intégrer le fait que c'est pas parce que quelqu'un fait pas la même chose que vous qu'il ne fait rien ou qu'il le fait mal. La diversité des approches, elle contribue à faire bouger les choses et elle permet aussi d'avoir plein de manières différentes d'aborder les choses avec vos proches pour que ça leur corresponde au mieux. C'est pourquoi, lorsque vous les remarquez, il faut célébrer les petites victoires en termes de durabilité. Après la compassion, il est important de comprendre les obstacles auxquels les gens peuvent faire face en ce qui concerne l'écologie. En effet, il s'agit souvent d'un aspect négligé dans l'activisme écologique, mais il est important d'avoir toujours une approche intersectionnelle et de comprendre que tout le monde n'a malheureusement pas les mêmes privilèges que nous. Le climat, il est intrinsèquement lié à des questions sociales, politiques et scientifiques. L'objectif de l'écologie, c'est de créer un changement durable qui profite à tous, et il faut donc aborder chaque conversation avec cette connaissance. Par exemple, la mode durable peut être plus chère et moins inclusive en termes de taille. Certaines personnes vivent dans des déserts alimentaires où ils n'ont pas accès à des produits frais. Les politiques durables peuvent être discriminatoires et les personnes de couleur, les LGBTQ+, n'ont pas toujours leur place dans les options durables. Attention cependant à ne pas croire que pour les personnes ou en tant que personnes à faible revenu ou minorité, l'écologie n'est pas quelque chose d'accessible. C'est pas le cas. Avant tout, l'écologie, pour moi, c'est une philosophie de consommation réfléchie et raisonnée qui, je pense, est accessible à tous. Autre chose de très utile à faire, c'est de se concentrer sur le ressenti plutôt que sur les faits. En fait, il est peu probable que vous fassiez changer d'avis des gens avec des faits ou des chiffres qu'ils connaissent sans doute déjà. Cependant, faire appel à des choses qui intéressent les gens par le biais d'histoire ou d'empathie a plus de chances de fonctionner. Comprendre votre propre histoire et ce qui vous importe personnellement peut vous aider à trouver résonance émotionnellement chez les autres et ainsi à trouver un terrain d'entente.
Une personne peut ne pas se soucier des feux de forêt qui se passent à l'autre bout du monde, mais elle se soucie de sa famille, de sa maison, de ses habitudes, etc. Si vous vous comprenez et comprenez vos sentiments, il vous sera plus facile de faire ressortir cet aspect chez les gens avec qui vous discutez. Assurez-vous aussi que lorsque vous communiquez sur le changement climatique, vous donnez aux gens des idées de ce qu'ils peuvent faire de manière significative. Le mot important ici, c'est significative. Trop de campagnes vendent trop d'actions insignifiantes comme faire bouillir moins d'eau dans sa bouilloire. Alors bien sûr, ça fait une différence, mais c'est une différence minime. Les gens sont pas stupides, ils savent qu'une tasse d'eau chaude n'est pas à la mesure du changement climatique. Si vous utilisez cette approche, elle risque soit de diminuer le problème ou de diminuer l'individu. Donc on l'évite. Aussi, parler du présent plutôt que du futur. Lorsqu'on tente de faire comprendre l'urgence d'atténuer le changement climatique, il est tentant de discuter des impacts terribles que l'on risque d'observer si nous continuons à émettre tels que nous les émettons aujourd'hui, parce que ça semble important et dramatique. Mais parler de choses dans un futur lointain peut sembler si éloigné que ça rend l'ensemble irréel. Parlez plutôt de ce qu'on vit déjà. Par exemple, les dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, ou, en raison du changement climatique, les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations sont de plus en plus fréquentes. Parfois, il est tout de même utile de faire des projections quand on parle d'écologie. Mais si vous le faites, rendez-le personnel. Les projections climatiques, elles sont généralement communiquées sous forme de moyenne. Cela masque une énorme variabilité mondiale des impacts que tout ça a. Si vous voulez motiver les gens à agir, il est essentiel d'aller au-delà et d'entrer dans les détails de ce qu'ils vont vivre. Par exemple, si nous continuons à émettre comme nous le faisons actuellement, et que vous vivez en France, des vagues de chaleur du type de celle de 2003, qui ont fait plus de 15 000 morts rien qu'en France, risquent d'être de plus en plus probables. Ces exemples qui sont concrets et réels impacteront plus la personne avec qui vous discutez. Avant-dernier conseil et peut-être le plus efficace, laissez parler vos actions pour vous. Souvent, le simple fait de vivre vos choix durables peut susciter la conversation. Parfois, les gens ils peuvent être confus, mais souvent, ils sont simplement intéressés par ce que vous faites. Si vous n'êtes pas gêné, mais qu'au contraire, vous êtes heureux de partager ce que vous faites et son impact positif, vous pourrez avoir une conversation sans jugement qui pousseront peut-être les gens à se renseigner un peu plus et finalement à suivre votre exemple. C'est ce qu'on appelle l'effet de simple exposition. Plus nous sommes exposés à un stimulus, que ce soit une personne ou un produit de consommation, plus nous avons de chances de l'aimer, comme une sorte de familiarité rassurante. Et c'est pourquoi distiller ces astuces et bonnes pratiques en vantant leur mérite et leur impact concret dans notre quotidien, c'est très efficace parce que ça permet aussi d'ailleurs de montrer qu'être écolo, c'est dépenser moins, regorger de beaucoup de créativité, etc. Sensibiliser à l'écologie, c'est tout simplement démontrer par l'exemple que c'est un mode de vie plus cohérent. Enfin, il est essentiel de rassurer vos amis en leur expliquant que les changements de mode de vie ne doivent pas se faire comme ça immédiatement. Il peut falloir des mois pour éliminer progressivement des vieilles habitudes et des vieux produits et les remplacer par des nouvelles et meilleures habitudes, mais ce sont les améliorations du quotidien qui mènent à de grands changements. En fin de compte, ces idées ne fonctionneront pas parfaitement avec toutes les personnes avec qui vous discuterez, mais ce sont des outils et des techniques qui vous permettront peut-être de faire face à des situations complexes, des sentiments et des pensées qui peuvent apparaître lors de discussions sur le climat. N'oubliez pas, ce que vous faites est une chose admirable. La communication est vraiment importante et a le pouvoir de créer le changement. Personne n'est parfait, ne vous culpabilisez pas si une conversation ne se déroule pas comme prévu, surtout que plus vous participerez à des conversations sur l'environnement, plus vous serez à l'aise. Restez positif, sachez pourquoi vous aimez la planète, comprenez les gens avec qui vous parlez, même lorsque les choses se compliquent, n'abandonnez pas, vous faites mieux que ce que vous pensez. Merci!